Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast En bord terrain. Et oui, c'est la rentrée parce que même si les pros n'ont pas débuté au CEVA Campus, eh bien les espoirs sont là depuis 2 semaines déjà. Et pour parler des espoirs, nous avons un invité spécial aujourd'hui. Fred Garcia, directeur du centre de formation et manager de l'équipe Espoir. Salut Fredo, pour parler déjà des espoirs, moi j'avais un peu envie de débuter ce podcast en revenant sur le titre de champion de France de l'année dernière qui a conclu de la meilleure des manières la saison. Est-ce que tu pourrais revenir toi un tout petit peu là-dessus? Comment tu l'as senti déjà le match qui était hyper serré face à Toulon? Bon, mais le match c'est l'aboutissement des phases finales qui sont arrivées tardivement parce qu'on s'est qualifié à la dernière journée. Et souvent, comme toutes les aventures humaines de phase finale, on a franchi étape par étape jusqu'à jouer cette finale contre Toulon, équipe très solide. Mais avec notre état d'esprit, on a réussi à montrer tout notre potentiel. Je pense qu'on méritait de gagner, mais ça a été dur jusqu'à la fin. Fallait pas être cardiaque à ce match, honnêtement. On attendait avec impatience quand même qu'il siffle la fin. Oui, mais c'est aussi le reflet un peu de notre saison où on a gagné pas mal de matchs sur la fin, soit en faisant basculer le match en notre faveur ou en s'accrochant pour éviter le retour des adversaires. Donc voilà, c'était une jolie fin, un match à très gros enjeux évidemment, mais avec un suspense qui a plu, je crois, à nos supporters et qui nous laisse un souvenir encore plus grand. Sachant que le dernier sacre des espoirs, c'était 2015-2016, ça commençait un peu à faire, quoi. Oui, je crois que c'est très difficile d'être champion, surtout quand le Stade Toulousain, qui nous avait battus il y a 2 ans en finale, est sorti en demi-finale l'année d'avant, truste beaucoup les premières places. C'est difficile évidemment d'être champion dans toutes les catégories, dans toutes les divisions de France, mais c'est un plaisir énorme et on est heureux de valider les saisons que l'on vient de faire, où on s'approche, on se qualifie, on touche du bois, mais on touche réellement jamais. Voilà. En parlant de saison, celle-ci va être un peu différente puisqu'il y a eu une réforme cette année. Du coup, on part sur 4 poules de 6 équipes. Comment ça va se passer un peu du coup Alors la fédération a choisi de calquer la formule des espoirs sur celle des moins de 18 avec ces 4 poules de 6, avec 4 qualifiés qui vont jouer le championnat de France. Et les 2 autres qui joueront encore, mais qui joueront une poule plus basse évidemment. Il faut faire un bon début. Ça va être une première phase qui est concentrée sur septembre à décembre, avec un enchaînement de 10 matchs. Et sur ces 10 matchs, il faut être dans les 4 premiers. Donc il faudra partir plus vite que l'on est parti la saison dernière en tout cas. Si on revient encore sur la saison dernière, on savait qu'on avait un effectif en capacité d'aller se qualifier, c'est sûr. Mais avec les aléas de la saison, à la fois les blessures tôt dans la saison, et puis nos garçons qui jouent en première, des matchs et des contre-performances sur des équipes qu'on devait gagner, on a tardé à se qualifier. Ça ne sera pas le cas là. Si on veut se qualifier, il faudra démarrer fort. On reçoit 2 fois d'entrée le Racing et la Rochelle. Ça donnera le ton de cette première phase. En plus, nous, on fait partie d'une poule où il y a des déplacements quand même qui sont assez loin. Oui, alors ça, c'est pas un problème parce qu'on a les Parisiens. Les Parisiens qu'on joue 2 fois, on a la chance de pouvoir monter en train si tout va bien. C'est des déplacements qu'on connaît bien. Et puis, sincèrement, on affectionne les déplacements parce que les équipes Espoirs, c'est une équipe un peu éclatée entre ceux qui sont avec la première, ceux qui sont étudiants, ceux qui s'entraînent avec nous régulièrement. Et les déplacements, c'est des moments aussi de se retrouver sur 2 jours. Donc, c'est des moments qu'on affectionne aussi. À nous d'être plus performants que la saison dernière lors de ces déplacements. On a repris du coup depuis 2 semaines avec, comme d'habitude, des changements, des nouveaux visages qui arrivent. Là, j'en ai décompté 14. Comment on le gère ça ? Bon, alors évidemment, c'est une question d'habitude. On sait que l'effectif est renouvelé d'un tiers chaque saison, avec des garçons qui arrivent avec beaucoup d'énergie, mais qui ont besoin de travailler physiquement surtout pour se mettre au niveau. Des garçons plus âgés qui se doivent de les accueillir aussi pour transmettre. La chance qu'on a, c'est qu'on a le staff qui est stable cette saison encore. Et puis on a une expérience pour les amener, mais c'est vrai que pour les nouveaux, c'est parfois un peu dur cette période de préparation. Ouais. Tu parlais du staff qui va rester, le même. Ça a fait quoi l'année dernière d'accueillir du coup Aini et Yandré dans le staff des espoirs ?
Mais ça faisait 3 ans qu'on travaillait sur le terrain avec Richard à deux, plus Laurent Ferrer qui nous aidait. Mais Eni nous faisait aussi le travail avec les neufs. Là, ça a été bien plus régulier avec Jean qui s'occupe de la conquête et de la défense et puis Eni du mouvement offensif. Avec Richard en appui sur le jeu de contre-attaque qui est important chez nous aussi. Ben, c'est comme quand on a des nouveaux joueurs, si ça amène toujours un peu d'excitation, ça amène de la fraîcheur, ça amène l'envie de travailler encore mieux. Donc c'était que du positif évidemment. Et puis la passerelle avec l'équipe première qui était là encore plus. Donc voilà, c'est une évolution normale de ce qui se fait dans les autres clubs aussi. Ouais. Puis des anciens joueurs aussi qui ont une carrière assez rutilante à l'UBB avec pas mal d'années à leur compteur, quoi. Exactement, avec Eni qui est plus expérimenté, mais Jean qui est plutôt en formation, donc aussi on fait un peu de formation de cadre. Donc avec Richard, on les accueille avec grand plaisir. Et puis aussi, dans ces périodes, j'y reviens, c'est la préparation physique où Bertrand Dedieu et Clément Labatte sont là avec nous depuis longtemps. Bertrand, il est aussi à cheval avec la première sur les hauts potentiels. Donc on est en capacité d'accueillir des nouveaux techniciens et pour qu'ils puissent nous aider à aller encore plus loin. C'est important aujourd'hui de vraiment travailler cette passerelle pro-espoir parce qu'on se rend compte que y a de plus en plus d'espoirs déjà qui font leur première cap. Alors qu'avant c'était un peu moins le cas, on était un peu plus frileux sur le fait d'aller piocher dans le centre de formation. Là, l'année dernière, il y en a eu pas moins de 6, mais c'était une belle année quand même. Oui, c'est une belle année, mais ça fait quelques années que ça s'est mis en place. Moi, je suis revenu en 2020 de tête. Et on a un club qui sort pas mal d'internationaux, moins 18, moins de 20. Donc forcément, ils sont à cheval avec l'équipe première aussi. Mais les passerelles existent de plus en plus et c'est très positif. Ce qui est positif surtout pour moi, c'est ces joueurs-là, quand ils redescendent avec un bon état d'esprit. Ça veut dire qu'on ne doit pas trop mal travaillé au niveau du management de notre équipe. Et on sent qu'ils sont heureux de redescendre avec nous. Si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on n'aurait pas été champion l'an dernier de toute façon. Donc ça c'est très positif. Et puis ça permet de rentrer dans le club, qu'on fasse cette notion de club, de UBB et d'équipe première, d'équipe espoir qui travaillent ensemble pour essayer d'aller chercher des titres. C'est important. Toi tu vois comment l'évolution de certains joueurs, tu les regardes plutôt de loin ou est-ce que tu es plutôt en discussion avec Yannick sur ces joueurs à gros potentiel? On a la chance ici que le manager Yannick et le président aussi soient très intéressés par la formation et envie de partager. Donc forcément, on partage. Après, il y a des garçons qu'on en a plus souvent, avec qui on échange plus souvent. Et puis après, ils partent avec la première. On se croise toujours avec plaisir, mais forcément, les échanges rugby sont moins importants. Voilà, c'est ces va-et-vient qui sont là et qui permettent d'accompagner les jeunes à la fois quand ils montent, mais aussi des fois ils redescendent parce que leur performance, il y a du monde où leur performance ne leur permet pas de rester dans le groupe pro, ils redescendent avec nous pour toujours, pour une période, et nous on se doit de les accueillir et de les relancer. Donc on est heureux de faire ça aussi. Ouais, ça doit être dur des fois de gérer les frustrations personnelles de jeunes qui font les allers-retours sans pour autant toucher du doigt ce qu'ils attendent le plus, à savoir une cape, quoi. Oui, évidemment, mais ils veulent faire un des métiers les plus concurrentiels de France, donc forcément il y aura des frustrations, mais sûr qu'on les accompagne. Mais derrière, il faut surtout les aider à comprendre ce qu'ils font de bien et de pas bien, et à savoir ce qu'ils mettent tous les atouts de leur côté pour réussir dans ce métier qui est vraiment très difficile. Jouer à Chabannes devant 33 000, c'est pas donné à tout le monde. Même si on l'a fait une fois, ça ne veut pas dire qu'on va continuer. Donc voilà, notre expertise, je dirais, permet de les encadrer et de les aider. Mais au final, c'est eux qui ont les clés de leur performance. Oui, et puis ça ne veut pas dire qu'on ne les reverra pas aussi plus tard. On peut les revoir plus tard, il y a des maturités plus tardives aussi, il y en a pour qui ça va très vite, d'autres il y a des échecs, ça rebondit. Certains, il vaut mieux qu'ils partent pour réussir, ça c'est comme dans la vie. Donc voilà, il faut rester constant dans l'aide qu'on peut leur amener. Essayer de créer des liens le plus tôt possible pour justement aller plus vite dans les conseils que l'on peut leur donner. Mais j'y reviens, ils veulent faire un métier difficile. S'ils ne mettent pas derrière tout ce qu'il faut pour y arriver en termes de travail et de constance aussi dans le travail, eh ben, ils n'y arriveront pas. Bon, ça c'est notre boulot de leur rappeler. Ma dernière petite question. L'année dernière, du coup, les capitaines, c'était Andrea et Léo. L'année d'avant,
c'était Joseph Exchaud. Joseph a dû être un peu, oui. Oui, Joseph. Mais généralement, c'est quand même des gars qui vont terminer leur dernière année d'espoir. Tu les choisis surtout parce que ils sont rodés, ou est-ce que tu les repères surtout parce que ils ont la voix qui porte dans le vestiaire? Non, disons que on n'a pas défini pour cette année déjà. Après, il y a une question d'âge, oui et non. S'il y a une première année qui émerge, ça ne nous gênera pas de le mettre capitaine. Il y a plusieurs paramètres. On a envie qu'il y ait un capitaine annoncé, évidemment, mais utiliser plusieurs garçons dans la saison. Romain Gardera était capitaine chez nous pendant 3 ou 4 matchs aussi. On s'en sert aussi pour donner du leadership à certains, parce qu'on est dans la formation également, évidemment, donc pour travailler avec eux. Des garçons qui sont quand même majoritairement avec nous la semaine, c'est plus simple aussi pour mener l'ensemble du groupe. Mais nous, on cherche à ce qu'il y ait plusieurs leaders dans le groupe en capacité de prendre le capitanat ou de le prendre pour avancer personnellement dans le leadership et indirectement aider l'équipe. Et ça s'est ressenti sur des joueurs un peu plus effacés qui ont réussi à se propulser un peu plus avec cette tâche, entre guillemets. Si je prends le capitaine de l'année dernière, Andrea Sacco, qui rebondit en Pro D2, je suis sûr qu'il va matcher cette année avec le BO. Je pense que ça lui a bien servi de découvrir qu'il pouvait avoir du leadership et se retrouver en avant. Et je pense que ça a été une aide supplémentaire. Et bien sûr, indirectement, ça a servi l'équipe. Il était plutôt capitaine par l'exemple, mais cette relation avec les arbitres, cette relation avec le staff, prendre le lead sur la touche, forcément, ça l'a aidé. Et si on prend sa première année, on peut penser qu'il allait être capitaine de l'équipe Esport championne de France. C'est un beau mot pour terminer le podcast. Merci Fredo pour ce premier épisode de cette saison d'Ambord Terrain. Nos espoirs donc qui débuteront ce nouveau championnat à échelle le 13 septembre prochain avec la réception du Racing au Seva Campus Stade Moga. Les informations concernant l'horaire arriveront dès que nous aurons tout ça. Et puis on se retrouve avec l'arrivée du groupe professionnel qui ne saurait tarder et des nouveaux visages que nous vous ferons découvrir dans les premiers épisodes Ambord Terrain de la saison. Belle journée à tout le monde!